Je suis ravie d'être là ce soir. Je vous souhaite la bienvenue encore à toutes et à tous. Donc, on va rester ensemble à peu près 1 heure et demie, en tout cas pour la partie atelier, on va dire. Donc, ensuite, vous avez compris, il y aura un petit moment de questions-réponses et puis les autres parties de la soirée. Voilà, donc nous allons tenter donc, de débloquer nos projets, comme a si bien dit Alice, et mieux les orienter et les activer ou réactiver. Donc, dans un premier temps, vous allez un petit peu vous remettre en perspective en fait votre projet ou un de vos projets d'innovation actuels. Donc, vous pouvez être en situation d'incertitude, un lien ou pas évidemment avec tout ce qui vient de nous arriver dans cette dernière année et demie. Ça a pu quand même favoriser un petit peu des situations d'incertitude et de blocage. En tout cas, vous allez pouvoir écrire, puis on va aussi utiliser l'expression graphique. Donc, je ne dis pas dessin exprès, parce que je ne veux pas vous faire penser que c'est quelque chose d'artistique, c'est vraiment de l'expression graphique, donc par le visuel. Et ensuite, donc, vous allez passer à un stade un peu ultérieur de créativité en allant faire une petite déambulation autour de chez vous, assez courte, ne vous inquiétez pas, mais vous allez y aller. Voilà, et puis donc il y aura ces petits moments de questions à la fin. Donc il n'y a pas de bonne ou mauvaise manière de faire, évidemment, il y a la vôtre. Il s'agit ce soir vraiment d'être dans une posture d'exploration. Donc finalement, tout est bon, tout sera bon du moment où c'est vous qui le faites de manière la plus authentique possible. Voilà, donc on va avoir des moments d'exercice plutôt individuels. Puis après, on va avoir des échanges en collectif. Alors, vu le nombre qu'on a, on va essayer de les faire plutôt par la conversation, mais je reprendrai ce que chacun dit. Et nous allons échanger notamment sur le vécu de chaque exercice et pas sur le fond de vos projets. C'est vraiment sur le processus que je vous propose, sur le comment, sur comment vous l'avez vécu. Donc je vous donnerai des consignes assez précises. L'idée ce soir, c'est donc de ne pas parler du tout du fond de vos projets. De toute façon, vous êtes bien nombreux et voilà, le but, c'est pas effectivement celui de vous donner des conseils, mais vraiment de vous apporter voilà, une méthode et des outils. Donc on va discuter plutôt outils. Mais vous verrez qu'en discutant de l'outil, il y a plein d'idées qui arrivent aussi pour le fond du projet. Voilà. Toute dernière chose avant de commencer, donc je vous inviterai évidemment, donc, comme ça a déjà été dit, si possible pour vous activer la caméra et en même temps à désactiver toute notification qui pourrait vous venir de votre ordinateur, votre téléphone, puisque voilà, on va essayer donc de se mettre un peu dans une bulle d'introspection et de concentration. Voilà, donc je pense que les consignes de départ ont été données par rapport aux feuilles, les feutres, le stylo. Et donc, on va pouvoir commencer. Je vous invite donc à prendre votre stylo, à avoir une feuille blanche devant vous et à réfléchir un petit peu à ce qui vous empêche aujourd'hui le plus de progresser donc dans votre projet. Qu'est-ce qui est flou, confus, pas clair, incertain? Qu'est-ce qui vous fait éventuellement peur, qui vous bloque? Et je vous invite à faire une liste exhaustive avec tout ce qui vous passe par la tête. Donc vous pensez à un projet qui bloque, à votre projet qui bloque, et vous pensez justement à tout ce qui est flou, confus, incertain. Et essayez d'être le plus descriptif possible, de lister plutôt des mots qui sont de l'ordre des faits, de l'action, de quelque chose de l'ordre d'un constat, de quelque chose que je peux observer, soit à l'extérieur, donc des obstacles assez concrets, ou à l'intérieur, donc plutôt des ressentis, des attitudes, des postures, des perceptions, des choses qui effectivement vous sentez en vous qui vous bloquent. Donc essayez d'être plutôt dans un registre, voilà, soit très descriptif de quelque chose de concret à l'extérieur ou à l'intérieur de vous, et évitant le plus possible d'être dans des jugements, des opinions, quelque chose qui est plus de l'ordre d'une pensée construite. Et donc allez-y, je vous laisse quelques minutes vraiment pour être le plus exhaustif possible et mettre une liste de mots. Ça peut être ça des choses qui sont à l'extérieur ou à l'intérieur de vous, qui sont incertaines, confuses, qui bloquent, des obstacles, de l'incertitude. Ça peut être aussi des choses qui vous font peur. Dites-vous qu'on ne va pas partager le fond. Personne ne va savoir ce qui vous fait peur. Peut-être vous-même, vous dites c'est pas possible, ça me fait peur ça. Eh bien, tant pis, mettez-le, écrivez-le. Personne ne va le voir. Mais c'est important de le sortir. Et ça est dans cette liste.
Alors, si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à me faire un petit message, soit à tous, soit que à moi, si vous n'avez pas envie que les autres le lisent. Et ça vaut pour toute la durée de la télé, évidemment. Je suis à votre disposition, je vous répondrai. Voilà. Je vais vous guider encore un petit peu avec d'autres, on va dire, d'autres propositions. Mais pour vous continuer à écrire, évidemment, sans vous arrêter si vous avez d'autres mots qui sont en train de vous venir par la tête. Voilà. Donc, soit ça vous vient encore, donc continuez à écrire, écouter, et sinon, bah, vous pouvez vous relire déjà, relire un petit peu ce que vous avez écrit, hein, s'il n'y a pas d'autres choses qui vous viennent à l'esprit. Et je vous invite un petit peu à faire un petit moment d'essayer de ressentir quelles sont les sensations que vous avez en ce moment, soit en révisant, soit en écrivant. Alors, les sensations qu'on peut avoir, elles sont par exemple soit d'une polarité plutôt chaleur, bon, je pense que ce soir, c'est plutôt de la chaleur, mais peut-être qu'il y a un côté un peu plus froid chez certains. Donc, essayez de voir, est-ce que c'est plutôt chaud, plutôt froid? Est-ce que le cœur est plutôt en accélération quand je relis ce que j'ai écrit ou je suis en train d'écrire ce que je suis en train d'écrire? Ou est-ce que c'est plutôt du ralentissement? Est-ce que vous avez plutôt quelque chose qui est de l'ordre d'une, je sais pas, une bouche un peu sèche, un peu la chair de poule, quelque chose d'un petit peu noué, ou au contraire plutôt détendu, les mains moites par exemple, quelque chose comme ça? Est-ce que quand vous écrivez, vous vous sentez bien installé dans votre chaise, sur votre table, ou est-ce que vous êtes un petit peu, vous savez, quand on s'assoit un petit peu comme ça, un peu sur le bout de la chaise, on n'est pas vraiment très, très ouvert. Est-ce qu'on est un peu voûté peut-être? Est-ce que, voilà, on est un peu coincé justement en étant assis? Voilà, est-ce que ça pétille? Voilà, parce que tout à l'heure, vous étiez un petit peu curieux, heureux. Ou est-ce que, au contraire, c'est un petit peu le calme plat en vous? Est-ce que ça respire bien, amplement, ou est-ce que c'est un petit peu comme ça? Donc, essayez de trouver deux, trois mots ou un peu plus, si vous pouvez. Euh, je vais répondre à ce message direct, je finis la consigne. Voilà, donc essayez juste de voir, voilà, est-ce que c'est chaud, est-ce que c'est froid, est-ce que c'est détendu, est-ce que c'est plutôt nerveux, est-ce que c'est lent, est-ce que c'est rapide, est-ce que je suis plutôt coincée, plutôt détendue? Voilà, essayez de voir, de mettre encore quelques mots de sensations, d'état vraiment physique, pendant que vous vous réalisez, pendant que vous écrivez. Okay. Encore une petite proposition. Alors, toujours, vous pouvez vous relire. Et s'il y a encore d'autres choses qui vous viennent à l'esprit, n'hésitez pas à la rajouter. Si vous avez encore des choses qui se rajoutent, allez-y, librement. Et sinon, voilà, on peut passer à encore une autre petite consigne qui est vraiment qu'est-ce que vous éprouvez plutôt sur un plan émotionnel. Donc là, on va jouer un peu notre intelligence émotionnelle, on va essayer de comprendre quelle est un petit peu notre polarité émotionnelle quand on se relit, quand on regarde un peu ce qu'on a écrit, quand on est en train d'écrire. Alors, vous voyez, je vais vous donner plutôt les grandes familles d'émotions.
Alors, donc, je vous préviens, elles sont surtout négatives, les grandes familles d'émotions. Donc, la plupart sont donc un peu négatives. Donc, la première, c'est la colère. Donc, on peut ressentir de la colère par rapport à tout ce qu'on a écrit, qui est donc ce qu'on est en train de vivre. Ça peut être de la tristesse, c'est la deuxième catégorie d'émotions. Ça peut être de la peur, donc je vous ai dit tout à l'heure aussi ce qui vous fait peur, donc c'est quelque chose qui est assez présent, bah, peur. Ça peut être du dégoût, de la honte, et là aussi, encore une fois, personne ne va lire ce que vous écrivez. Donc, il y a parfois des émotions comme ça qu'on n'a pas envie de partager, mais qui sont importantes, qui veulent dire quelque chose et qu'on va pouvoir transformer en quelque chose de plus constructif. Donc, c'est le moment, allez-y, si vous avez peur ou honte, bah, écrivez-le. Personne ne va le voir. Par contre, ça peut vous servir pour débloquer les choses tout à l'heure. Et sinon, bah, il y a les émotions positives, donc globalement de la joie. C'est la grande famille de la joie. Et après, il y a aussi la grande famille de l'amour. Alors, ça peut paraître bizarre dans un plan professionnel de dire, oh, je sens beaucoup d'amour pour mon projet, mais pourquoi pas. Ça peut être aussi, surtout dans le monde professionnel, tout ce qui a trait en fait à des émotions qui sont portées par l'effet qu'on sait qu'on va apporter une contribution en fait à notre milieu professionnel, pourquoi pas à la société, selon ce que vous faites, aux autres en tout cas, ou alors à votre équipe, à vos collègues. Voilà, donc c'est un peu cette idée d'amour comme ça, hein, de contribution qu'on peut apporter, ce qui peut nous faire ressentir des émotions effectivement positives. Donc, je vous invite un peu à voir voilà, dans quelle direction d'émotion je suis. Donc, colère, tristesse, peur, dégoût, honte, amour, joie. Et si vous avez d'autres mots pour spécifier encore plus, allez-y. Parce que par exemple, ça peut être la peur, ça va être de la terreur ou une petite crainte. La colère, ça va être une rage noire ou alors, voilà, je suis un peu énervée en fait. Donc, vous pouvez un petit peu doser avec vos mots les émotions. Et vous écrivez, pareil, à la suite, librement. Alors, j'ai pas d'autres messages. Je pense que ça va. Ça vient. De toute façon, ça va, ça vient. Ça va pour vous et ça vient les mots. Okay. Okay. Bon. Attends, parce que moi, tout à l'heure, je vous avais tous sous les yeux. Je vais remettre un affichage galérie pour moi. Parfois, je vois quand les têtes sont baissées, c'est que tout le monde est encore en train d'écrire. Là, je pense qu'on commence. Pour ça, si j'ai besoin de la caméra, je vois si vous êtes en train d'écrire ou pas. OK. Bon, alors, on continue. On continue. Alors, c'est un petit peu, souvent dans mes ateliers, on fait ce que j'appelle des départs en montée. Hein. C'est tout de suite assez, ouf, on se met bien dans le vif, mais après, voilà. Après cette dernière proposition, on fera un petit échange, donc on va se détendre. Alors, je vous invite à vous relire encore, à vous imprégner bien de vos sensations, de vos émotions, de ressentir tout ça. Et je vous invite à commencer à identifier dans tout ce que vous avez écrit, est-ce qu'il n'y aurait pas une sorte de tension qui commence à se dessiner, un conflit ou une opposition, peut-être dans votre approche du travail, hein, à l'intérieur de cette approche, une sorte de polarisation de deux grandes dimensions, de deux grandes manières d'approcher les choses, carrément un conflit, quelque chose qui semble contradictoire, soit vraiment à l'intérieur de votre dimension professionnelle, de votre approche du travail, ou alors entre la sphère professionnelle et peut-être d'autres sphères qui peuvent être, par exemple, la sphère de vos valeurs ou de votre culture en général, ou alors carrément de votre vie privée, par exemple, c'est possible. Peut-être que ça stagne et ça coince parce que vous n'arrivez pas à trouver la bonne configuration entre la vie professionnelle et la vie personnelle, ou le temps de vos loisirs, par exemple, ou des temps de détente, ou d'autres sphères encore de votre vie qui peuvent être, par exemple, aussi le lieu de vie. Par exemple, peut-être que vous stagnez parce que le fait de décoincer,
Décoincer, ça signifie peut-être changer de lieu de vie ou beaucoup vous se déplacer et donc ça coince. Donc, essayez de voir en fait s'il y a vraiment cette polarisation entre deux dimensions, deux sphères ou à l'intérieur de la sphère professionnelle. Ça peut être en fait une polarité négative et une positive, mais ça peut être aussi une qui fonctionne plutôt bien et l'autre qui fonctionne plutôt moins bien. Par exemple, si vous êtes part d'une équipe, peut-être que vous, dans ce que vous devez faire pour ce projet, ça fonctionne très très bien, mais au niveau de l'entente avec l'équipe, ça passe. Ça, c'est donc une tension ou un conflit à l'intérieur de la sphère professionnelle. Ou alors les autres exemples que je vous faisais par rapport au conflit qu'il peut y avoir entre la sphère professionnelle et d'autres sphères de la vie, là où vous habitez, mais aussi vos valeurs, votre vie privée, vos loisirs, etc. Il peut y avoir donc un blocage entre ces deux choses-là. Ou alors c'est une polarité qui est présente, presque trop même, et une autre qui serait nécessaire, mais qui est un peu absente, pas assez présente. Il y a peut-être une polarité qui vous attire plutôt, et une autre qui est nécessaire, mais qui vous rebute, en fait. Il y a peut-être une partie sur laquelle vous pouvez compter, d'accord, et une autre qui vraiment a l'air d'être pas très, très fiable. Et donc, petit à petit, en essayant vraiment de trouver, vous faites 2 colonnes, d'accord. Pour chaque colonne, vous mettez donc tout ce que vous pouvez écrire pour vraiment bien signifier, identifier et décrire chacune de ces 2 polarités. Vous pouvez mettre des mots qui sont encore une fois des descriptions de choses très concrètes, de sensations, d'émotions, de choses qui sont arrivées, d'événements, de verbes d'action, voilà, de tout ce qui peut décrire en fait. Et vous essayez de faire ces 2 colonnes. Donc ça peut être soit carrément un contraste, positif-négatif, soit quelque chose qui fonctionne moins bien, quelque chose qui est très présente, quelque chose qui est moins présente, et dont vous avez besoin, qui vous manque. Alors, on va prendre 5 minutes pour souffler un petit peu. Et vous êtes assez nombreuses et nombreux. Je vous propose donc de mettre dans la conversation message à tous un petit peu vos premières impressions. Et notamment, voilà, est-ce qu'il y a des choses que vous avez trouvées faciles? Qu'est-ce que vous avez trouvé facile? Ou bien est-ce que vous avez trouvé quelque chose de plus difficile? Ou bien des choses qui vous ont surprise ou surpris? Ou un genre de truc que vous avez découvert? Pas exactement quoi, mais genre de choses, toujours pour garder notre confidentialité. Facile, difficile, surpris, découvert. Allez-y, je vais vous lire, je vais vous commenter un petit peu, on va partager ça tous ensemble. Ok, facile d'écrire les points bloquants. Plutôt quel registre, Steven, en fait? Plutôt le concret, les sensations ou l'émotionnel? Ouais, les antagonismes, ouais. Ça permet de mieux comprendre. Steven, les sensations. Ok. Alors en fait, ce qui est important, en fait, c'est que le fait de donner tous les différents registres, c'est que chacun de nous va être plutôt sensible à voilà, les sensations, plutôt aux émotions, plutôt concret. Donc c'est pour ça aussi que je propose les difficiles. Difficile de révéler les sensations, c'est-à-dire difficile d'identifier Alice, la sensation exacte. Ok. Pas facile de trouver les deux sphères opposées, François, pourquoi? J'ai lu, François, pas facile de trouver les deux sphères opposées. Euh, c'est plus facile de mettre des mots sur les sensations. Ah oui, d'accord, ok. Non, mais tu peux être quelqu'un qui aime les défis. Et du coup, finalement, c'est... Voilà.
Oui, alors j'ai de la peine à trouver le lien entre non-blocage et ces deux antagonismes sphères opposées. Ouais. Bah, c'est aussi pour ça qu'on fait ce travail. Des fois, c'est pour aller chercher un peu loin, en fait, ouvrir un peu les horizons. Et des fois, on a l'impression d'être complètement égaré, en fait. Mais finalement, petit à petit, on récupère un fil, en fait. Mais ce qui est intéressant et important, c'est de ne pas penser tout de suite à la conclusion et au fait qu'on va résoudre avec ce qu'on est en train de faire. C'est juste en fait une manière d'ouvrir un peu les horizons. On est en phase un peu de divergence en créativité. Et voilà, et c'est à la fin qu'on va essayer de répondre. Alors, effectivement, c'est souvent qu'on a un mélange. On a un mélange de sensations, on a un mélange d'émotions aussi. Il peut y avoir des choses justement qui sont OK et d'autres pas OK. Et voilà, c'est jamais noir ou blanc. C'est souvent avec plein de couleurs différentes. Oui, pas facile d'avouer ses émotions à soi-même. Oui, oui. Alors, il est possible qu'effectivement, comme on vit dans un monde où effectivement on valorise beaucoup plus les émotions positives que les émotions négatives, et qu'on a l'impression que quand on a une émotion négative, bah, c'est la fin de tout en fait. Évidemment qu'on est un peu conditionné et qu'on a effectivement on peut être amené à être plutôt d'essayer de trouver le positif et d'être un peu dans le déni du négatif. Donc c'est culturel aussi. Et ça vient du fait qu'en fait, bah justement, on ne connaît pas comment fonctionne l'intelligence émotionnelle, qui en fait, comme disait Daniel, je crois, c'est effectivement, les émotions sont des signaux. Alors, effectivement, parfois, elles sont difficiles à lire, mais quoi qu'il arrive, c'est des signaux. Et donc, ça ne veut pas dire que c'est la réalité, c'est juste un signal qui nous alerte sur quelque chose. Et puis, on peut en faire ce qu'on veut, en fait. Et on peut aussi transformer le négatif en positif, par exemple. Mais effectivement, dans notre société, dans notre culture, c'est plutôt vu comme négatif. Je suis entre le caractère déconnecté du contexte qui ne me convient pas face au niveau de présence associé au contexte qui me va. Ouais. Oui, on ressent vraiment les choses, on ressent ce clivage en nous, quoi. Et donc, on se rend compte que ce clivage qu'on ressent, en fait, il est là, il était là, et on ne l'avait pas encore complètement saisi, mais en fait, il est là, il est là tous les jours, quoi. Il donne de la qualité à ce qu'on fait tous les jours. Donc, c'est important parfois juste voilà, de vraiment faire un zoom sur ce clivage et d'essayer de trouver des leviers justement dans un pôle ou l'autre. Oui, d'accord. Alors oui, des sphères que je ne soupçonnais pas ou je négligeais, je peux découvrir ça. Et c'est très important aussi de se rendre compte que finalement, même si voilà, notre projet est professionnel, mais peut-être qu'il va à l'encontre ou il est difficilement compatible avec d'autres sphères de notre vie. Et en fait, ces sphères de la vie-là, bah, elles sont là aussi, même si voilà, on n'a pas l'habitude de concevoir les choses comme ça, mais bah, on est un peu, on va dire, on est dans une configuration hein, qui associe le professionnel et tout le reste aussi. On ne met pas tout le reste complètement en dehors quand on travaille, c'est toujours en nous. Donc c'est important de tout identifier. Ouais. Et de toute façon, voilà, l'ambivalence, comme dit Alice, sur le contraste, c'est toujours très porteur de créativité et d'idées. Oui, ouais. Ah, ah. Mhm. Alors l'idée, c'est de dire, d'être toujours, en fait, normalement, euh, de... Alors s'il est supérieur, ça sabote le projet, c'est ça le commentaire. En fait, le travail qu'on fait, c'est vraiment par rapport à nous, à comment nous, on perçoit les choses et comment on les vit, en fait. Donc évidemment qu'on ne peut pas changer quelqu'un qui n'est pas nous, sur lequel nous n'avons pas de contrôle. En revanche, on peut faire de l'introspection et essayer de voir comment on peut bouger des choses qui sont plutôt de l'ordre de nos propres perceptions et ressentis de cette personne, en fait. Et, et voilà, donc l'idée, c'est de travailler sur soi, en fait, et sur ce qu'on peut changer ou sur sur quoi on a la main, en fait. Donc évidemment, ça, c'est quelque chose d'extérieur. Une autre personne, on ne peut pas la changer.
Donc, on ne travaille pas sur cette personne, on travaille sur comment nous, on peut faire bouger les choses. En fait. Ok, bah merci infiniment pour tous ces commentaires qui sont très intéressants. Donc voilà, peut-être que ça vous inspire aussi de vous lire les uns les autres. Et donc, on va reprendre un petit peu le travail créatif. Donc, je vous invite maintenant à relire encore un peu et à choisir 3 mots-clés dans tout ce que vous avez écrit. Donc, il y a un mot-clé qui doit être pour un registre de faits, donc quelque chose de concret, voilà, des faits. Un autre mot-clé, c'est pour soit un ressenti ou une émotion que vous ressentez vraiment, qui est là, qui est présente. Et le troisième mot-clé doit être soit quelque chose qui vous manque ou que vous désirez, en fait. Et cette chose qui vous manque, que vous désirez, ça peut être soit quelque chose de concret, soit une sensation, soit une émotion, soit un événement, quelque chose. Mais en tout cas, ça fait partie de tout ce que vous avez écrit. Donc, il faut juste essayer. Un, c'est un fait. Le mot-clé numéro 2, c'est un ressenti ou une émotion. Et le troisième mot-clé, en fait, ça signifie un manque ou un désir. Une fois que vous les avez choisis, ne mettez pas trop de temps. Allez-y vraiment assez spontanément. Choisissez les 3 mots-clés. Je laisse encore 10 secondes. Un fait, un ressenti ou une émotion, un manque ou désir. Tac. Une fois que c'est choisi, je vous invite donc à changer de feuille. Vous prenez une feuille blanche, vous la mettez plutôt à l'horizontale et vous allez choisir une couleur par mot-clé. D'accord? Donc, vous attribuez très spontanément. Oh bah tiens, ce premier mot-clé, c'est jaune. Hop, je prends le jaune, ou le vert, ou le violet, ce que vous voulez. Vous prenez une couleur par mot-clé, de manière assez spontanée, sans trop réfléchir. Donc, normalement, là, vous avez 3 couleurs. Et une feuille blanche à l'horizontale. Donc, je vous invite à trouver pour chacun de ces 3 mots-clés. Donc, maintenant, vous avez une couleur. Maintenant, vous allez trouver une forme. Vous allez trouver une manière de la colorier ou pas, cette forme. Et vous allez essayer donc d'exprimer par le dessin, par l'expression graphique, ces 3 éléments et les liens entre eux. Alors, je vais vous montrer des exemples du genre de dessin qui sort de ce genre d'exercice. Donc, vous voyez, ce n'est absolument pas quelque chose d'extrêmement beau, hein, au contraire. L'important, c'est qu'on voit bien les 3 éléments différents et des liens entre eux. Alors, il se peut que un élément ne soit pas un lien du tout en ce moment, et justement, c'est ça qui coince. Et bien, du coup, vous pouvez le laisser un petit peu séparé du reste. Donc, quand je vous dis exprimer aussi le lien, s'il n'y en a pas, bah, vous exprimez le fait qu'il n'y en a pas. Alors, sinon, bah, ça peut être des liens, vous voyez, un peu en mode cause-conséquence, un mode base, support de quelque chose d'autre. C'est juste des exemples. Évidemment, il ne faut pas copier de ces 6 dessins. Hein. Il faut vraiment que ça vous vienne à vous. Et donc, pour chacun, vous voyez, vous choisissez la couleur, vous choisissez la forme. Si c'est une forme, disons, en 2 dimensions, vraiment, bah, vous pouvez la remplir ou pas. Moi, j'ai tendance à remplir. Donc, ce que je vous mets, c'est moi, et j'ai tendance à remplir, mais peut-être que vous allez juste faire des petits points ou vous laisser vide. Et vous essayez vraiment de remplir un peu cette feuille avec ces 3 formes, les liens entre eux et dans leur couleur. Donc, jouer avec les formes, les tailles, les couleurs, les positions de chaque forme et les liens possibles. Pour exprimer, donc, le lien entre ces 3 notions, qui est donc un peu le reflet de votre situation actuelle, qui est donc une situation un peu confuse, un peu incertaine. Donc, c'est normal si ce n'est pas quelque chose d'hyper harmonieux et voilà, c'est normal. Donc là, c'est vraiment la situation actuelle. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas forcément tip-top. Hein. On traduit aussi voilà, le côté qui est présent et le côté qui manque, par exemple, quelque chose qui vous manque. Il y a une notion un petit peu d'incertitude et de flou dans ce que vous êtes en train de faire, parce que ça correspond à tout ce que vous avez écrit. Je vous invite à... Donc, maintenant, vous avez en face votre dessin, en face de vous, d'accord?
Vous prenez une autre feuille blanche, vous la mettez à côté. Et vous en faites la version harmonieuse, la version en fait où tout va bien, les liens sont nickel, les choses se sont résolues. C'est vraiment très harmonieux, très porteur, très constructif, très optimiste. Vous pouvez, donc la seule chose que vous devez faire, vous utiliser les mêmes couleurs pour exprimer les 3 éléments. Mais par contre, la forme, la position, les liens entre eux, ça peut changer. Parce qu'évidemment, là, on est en train de le transformer en quelque chose de très harmonieux, de très positif, de très porteur, de très constructif, de très résolutif. Voilà. Donc, concentrez-vous vraiment sur le côté très, on va dire, sur l'harmonie visuelle, hein, sans forcément penser à, oui, d'accord, mais je ne sais pas comment faire pour y arriver. Justement, c'est le but. Comme vous ne savez pas comment faire pour y arriver, on est en train d'essayer d'y arriver par d'autres intelligences. Donc, notamment cette intelligence plus graphique et visuelle. Donc, faites juste la version, en fait, la version positive, quoi, la version qui fonctionne, la version fluide, nickel, où tout est résolu, sur une autre feuille à côté. Donc, même couleur pour les mêmes 3 éléments, mais les formes, tout le reste peut changer. Donc, ce n'est pas pour la situation actuelle, c'est justement l'évolution de la situation actuelle, c'est-à-dire c'est l'évolution du dessin de la situation actuelle en un dessin qui est harmonieux, en fait, qui est porteur, qui est constructif, qui est positif. Donc là, en fait, on est juste en train de faire évoluer un dessin. On ne se pose même plus la question de mais comment je vais y arriver, est-ce que c'est la situation de maintenant ou d'après? Eh bien, oui, bien sûr, une couleur peut disparaître. Absolument. Soit elle peut devenir toute petite ou tout écrasé, ou voilà, ou alors si vraiment c'est quelque chose que, voilà, c'était vraiment un élément très perturbateur et que pour renouer avec l'équilibre et l'harmonie, eh ben, cet élément perturbateur, il faut le faire disparaître. Eh ben, on le fait disparaître. Donc en fait, c'est voilà, une version de votre premier dessin. C'est une version très sereine et fluide et harmonieuse et voilà, tout va bien. Non, c'est toujours avec les mêmes couleurs et ouais, c'est toujours avec les mêmes notions. Alors maintenant, je vais vous partager en mini-groupe de 5 personnes et je vous donne ça comme consigne. Chacun de vous, à tour de rôle, va montrer aux autres les 2 dessins. Donc il faut que vous sachiez, enfin, qu'ils vous disent bien lequel c'est le maintenant et lequel c'est l'après. Vous sachiez bien lequel c'est la première et le deuxième. Et donc, celui qui montre ne dit rien, n'explique rien, surtout n'explique rien. Et les autres, en fait, vous allez juste exprimer ce que vous voyez dans l'évolution de l'un à l'autre. Et cette évolution, vous pouvez la caractériser par des verbes d'action, d'accord, par des métaphores. C'est comme aller de la mer à la montagne, par exemple. Donc, ne vous souciez pas en fait du sens que ça peut avoir par rapport au projet. Là, on est vraiment en dehors du côté réaliste du projet. On est dans quelque chose qui est de l'ordre d'une évocation d'un visuel. Donc, vous allez parler en mode visuel. Donc, ça peut être soit un verbe d'action qui indique une évolution de manière spécifique, soit une métaphore, une analogie de A, et ça peut concerner soit la globalité du dessin, soit des parties différentes, donc notamment des couleurs. Ah bah tiens, le jaune, dans le premier, on dirait un girasol, et dans le deuxième, c'est un soleil qui rayonne complètement, c'est beaucoup plus grand, beaucoup plus chaud, beaucoup plus rayonnant. Voilà. Ce genre de choses. OK? Alors, j'espère que tout le monde est là, y compris ceux qui n'ont pas la caméra, parce que je vais faire donc plusieurs rooms. Mais ne vous inquiétez pas. Avec Alice et Minéa, nous allons venir dans les rooms pour voir si tout va bien, si vous n'êtes pas tout seul ou si voilà, vous êtes en train de... Et donc, vous avez chacun 2 minutes pour donner le feedback à l'autre. Donc, vous allez être 5, vous allez avoir 10 minutes pour faire à chaque fois le feedback sur le dessin de l'autre. Donc, c'est 2 minutes chacun. OK? Est-ce qu'il y a des questions? Ou est-ce que... Peut-être juste, Chiara, expliquer ce qu'ils vont voir, un petit message pour leur dire de valider qu'ils rentrent dans la rooms et à la fin, ils vont réintégrer l'espace actuel où on se retrouve. Donc, vous inquiétez pas, c'est un peu bizarre au début si on ne connaît pas, mais vous allez revenir à l'issue de ces 10 minutes dans l'espace commun.
Il y aura Oui. des comptes également. Et puis voilà, nous, on va venir vous voir, ne vous inquiétez pas. Bien, super. Bah, je crois que tout le monde va revenir petit à petit. Évidemment, j'ai pris un tout petit peu de retard. Alors, je vous propose juste voilà, de partager brièvement dans la conversation vos impressions sur cet exercice. Facile, difficile, surpris, découvert. Sentiment, en ce qui me concerne, en tout cas, ça ouvre les horizons. Oui, oui. Et puis, vous habitué au mot coder ça, évidemment. C'est un peu le but de vous mettre dans d'autres registres ce soir. Ça nous sort des flous pertinent. Ouais. Ça amène du positif aussi, parce qu'on avait au départ quelque chose de peut-être de négatif et quelque chose de positif, donc il y avait quand même du négatif, c'est ce que je disais tout à l'heure avec le groupe. Et du coup, on arrive sur quelque chose de plaisant qui redonne peut-être un peu plus de sourire aussi à l'arrivée. Oui, voilà. Oui, l'idée, c'est aussi ça, en fait, c'est de vous mettre dans une posture d'évolution, même si on ne sait pas trop vers quoi. Pour l'instant, c'est juste un dessin qui est un peu plus joli que l'autre. Mais c'est une posture d'évolution, de transformation, et vous l'avez fait quand même en partant de toute ton introspection sur la situation actuelle. Donc, c'est quand même pas complètement non plus à côté de la plaque. Oui. Alors après, ça peut aussi montrer des difficultés vraiment. C'est-à-dire que parfois, ça débloque vite, parfois ça met un peu plus de temps. Alors, je sais que pas tout le monde a pu montrer pour des soucis de caméra, pas tout le monde a pu avoir le feedback. Mais bon, en tout cas, faites-en trésor de ces deux dessins parce que, voilà, vous pouvez y revenir aussi dans les jours qui viennent et c'est toujours intéressant. Oui, alors ça, c'est extrêmement important de ne pas se sentir jugé et juste de partager. Et en fait, finalement, les autres ils ne savent pas qu'est-ce que vous avez mis dans ces formes, dans ces couleurs, mais vous l'avez mis, vous l'avez exprimé. Et donc, il va être aussi interprété, accueilli par les autres. Et ça, c'est très important parce qu'il y a une dimension de partage, tout simplement, de choses que d'habitude, on ne peut pas partager parce que voilà, on ne peut pas dire qu'on a peur, qu'on a honte, etc. Et donc, du coup, c'est une manière de les partager sans vraiment le dire. Donc, ça fait du bien, tout simplement, de partager. Et puis, le fait qu'effectivement, ce qui est demandé, c'est juste une évocation, un retour, un feedback sans jugement. C'est extrêmement aussi motivant et plaisant parce que justement, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'opinion. Voilà. Ok, super. Alors, allons-y, allons-y, on continue. On continue. Et maintenant, je vous invite à regarder à nouveau ce que vous avez écrit, ce que vous avez dessiné, ce que vous avez entendu, les idées qui vous sont venues pendant que vous entendiez ce qu'on vous disait. Et je vous invite à formuler dans une autre feuille une question sur le projet, du coup, qui peut par exemple commencer par comment faire pour, ou alors sous forme d'alternative. Est-ce qu'il vaut mieux faire A ou B, par exemple? Alors, ça peut être quelque chose de concret, mais ça peut être aussi des intentions, des directions, des orientations. Là, vous êtes dans un langage un peu, ce qu'on appelle en créativité, l'infralangage. Donc, vous avez une matière langagière qui est plutôt sensation, émotion, évocation, image, métaphore. Donc, vous pouvez aussi utiliser ces mots-là dans votre questionnement. Comment faire pour, par exemple, tout à l'heure, j'entendais des réactions sur on dirait que tu deviens une reine. Bah, comment faire pour devenir une reine? D'accord? Donc, ça peut être ça aussi. Ou alors quelque chose de plus concret, d'accord? Comment faire pour me sentir moins sabotée par mon boss? Ou alors, est-ce que je dois emprunter plutôt telle direction ou telle autre? Et vous, donc, formuler une question. Après, Natacha, c'est aussi un exercice qu'on appelle projectif. Donc, effectivement, c'est important aussi ce qu'on a voulu dire, mais finalement, ça fonctionne aussi comme support projectif, aussi pour les autres. Quand je donne mon feedback, je peux aussi apprendre des choses sur ma propre situation, mon propre projet finalement. Parce que je vais dire des choses qui sont évoquées par ce que l'autre a fait. Et finalement, ça me rappelle un truc de mon projet, de ma situation. Et je le dis. Et ben voilà, ça sort et c'est toujours aussi intéressant. Donc, ça fait du bien à celui qui a fait le dessin, mais ça fait du bien aussi à celui qui donne le feedback. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne, tout ce qui est exercice projectif.
le sens peut se positionner à différents endroits. Alors maintenant, donc la question, oui, que l'on doit trouver, doit être basée sur les retours faits par les autres. Elle doit être basée en tout cas de si ces retours vous ont parlé vraiment, s'ils ont été signifiants pour vous, qui vous ont évoqué des choses, qui vous ont fait, voilà, qui vous ont mis en fait un petit peu en lumière certains aspects et que vous voulez les utiliser dans la question, oui. Si vous les sentez pertinents, oui. Si non, non. Vous revenez sur les autres éléments que vous avez écrits, dessinés de vous-même. Donc, questionnement. Soit comment faire pour, soit je dois faire A ou B, ou une autre formulation de questionnement. Je vous donne juste deux manières assez courantes de se poser des questions. Bon. Alors, je vous invite maintenant à identifier un itinéraire de 5 minutes autour de chez vous. Donc, vous êtes dans votre appartement, dans votre maison, dans votre bureau. Essayez d'identifier un itinéraire qui va prendre 5 minutes dans votre lieu où vous êtes. Et tracez-le déjà dans votre feuille sur le questionnement. Essayez de vous faire juste, voilà, alors ça peut être soit une boucle, soit un aller-retour, comme bon vous semble. Parce que vous allez donc maintenant aller marcher le long de cet itinéraire chez vous que vous allez donc identifier. Et vous allez marcher lentement. Ne vous inquiétez pas, les 5 minutes vont passer. Vous allez marcher lentement. Évidemment, on n'a pas tous des maisons de 50 000 m², donc on est bien d'accord. C'est pas grave, vous allez de toute façon marcher lentement. Donc, tracez cet itinéraire sur la feuille au-dessous de questionnement, d'accord? Par exemple, cuisine, chambre de mon fils, terrasse, retour. Et voilà. Et je vous dis, une fois que je vous donnerai le départ, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez partir et emprunter cet itinéraire en marchant lentement, en étant très attentif à tout ce qui vous interpelle le long de ce chemin. Vous allez juste lire une dernière fois votre questionnement avant de partir et après, concentrez-vous sur ce qui vous interpelle. D'accord? Des objets, des choses que vous voyez, que vous entendez, que vous sentez, si peut-être quelqu'un est en train de faire la cuisine à cette heure-ci. Une petite conversation chopée par-ci par-là, peut-être qu'il y a un animal de compagnie qui croise votre chemin. Mais en tout cas, soyez attentifs vraiment à tout ce qui vous interpelle, vous rend curieux. Donc là, vous êtes en mode hyper lucide, hein, donc vous êtes très attentif, très présent à tout ce qui est là dans le chemin. Et à chaque fois que quelque chose vous interpelle, soit vous prenez dans votre smartphone, vous prenez une photo, soit vous amenez avec vous un petit bloc-notes, vous notez tout simplement quelques mots, ou si vous préférez, vous pouvez même enregistrer. Moi, j'ai des stagiaires parfois qui aiment bien, en fait, pendant qu'ils marchent, et qu'il y a quelque chose qui interpelle, ils prennent le dictaphone et puis ils enregistrent. Donc voilà, vous avez écrit votre questionnement, vous le lisez une dernière fois, vous avez tracé votre itinéraire, et maintenant, je vous dis, top départ, allez. Comme on est un peu en retard, 4 minutes. À 20h, on se retrouve. OK? Alors, donc, normalement, là, vous avez recueilli beaucoup de bien. Oh, je suis très contente, Natacha. Ouais, cool. Alors, normalement, vous avez quelques éléments comme ça qui vous ont interpellé, qui vous ont rendu un peu curieux, qui vous ont attiré tout simplement votre attention. D'accord? Donc, je vous laisse choisir le plus curieux, vraiment, le plus insensé un peu, le plus bizarre, le plus... Voilà, ou en tout cas, c'est lui qui vous a marqué le plus, qui vous reste peut-être aussi en ce moment le plus en tête, quoi, que vous avez gardé à l'esprit. Une sorte de vraiment l'élément le plus, quoi. Voilà, c'est lui qui vous a le plus marqué. OK? Alors, imaginez un petit peu si vous deviez intégrer cet élément dans la réponse à votre question. Donc là, exercice d'imagination. Soit directement, d'accord? Donc, soit en fait, vous en faites un ingrédient de la réponse. Vous savez, un peu comme quand on fait des petits jeux dans les réunions, on dit il faut placer le mot éléphant 3 fois dans ta présentation. C'est un peu ça, en fait, l'idée, d'accord? Ou alors, vous imaginez que cet élément devient une personne. Si ça ne vous vient pas avec la première méthode, vous imaginez que cet élément devient une personne, d'accord, un être humain, et qui vous donne la réponse, tel qu'il est. D'accord. Donc, peut-être que si c'était quelque chose d'un peu rigide, c'est une réponse un peu rigide. Si, voilà, c'est
c'était une photo de paysage, peut-être que ça va plutôt, quelqu'un va vous dire inclure quelque chose avec la nature dedans, je n'en sais rien, vous voyez, ce genre de choses. Donc, soit c'est un ingrédient de la réponse, un peu comme quand dans la réunion, on se défie de poser un mot incongru, soit ça devient une personne. Et telle qu'elle est, telle que vous l'imaginez, elle vous donne la réponse. Est-ce que ça vous convient comme consigne? Est-ce que vous y arrivez? Sinon, faites-moi signe. Et donc, vous pouvez aussi, vous pouvez donner une réponse, mais vous pouvez aussi en donner peut-être plusieurs, ou alors sur la base de ce que vous avez écrit, d'autres choses peuvent vous venir à l'esprit. Donc, n'hésitez pas, continuez à vous répondre avec tout ce qui vous passe par la tête. Si vous avez des difficultés, vous pouvez faire tout simplement, essayer d'associer en fait cet objet, cette chose que vous avez entendue, cet événement. Trop grand tour, François. Tu viens juste d'arriver, bah alors, c'est fini en fait. Alors, tu prends l'élément qui t'a le plus marqué dans ta promenade, ok? Et tu essaies de l'intégrer comme si c'était un ingrédient à la réponse que tu pourrais donner à la question. Donc, il faut que tu donnes une réponse à ta question en intégrant cet élément. Ça, c'est la première manière que tu peux utiliser. Donc, tu peux utiliser ce que tu viens de faire. Donc, c'est l'exemple que j'ai tout à l'heure, c'est comme quand dans les réunions, on se fait des challenges, on se dit, il faut placer le mot éléphant 3 fois dans la présentation. Voilà, un mot complètement incongru. Ou alors, tu imagines que cet objet, cet événement qui s'est passé, cette chose que tu as vue, entendue, sentie, devient une personne. Et elle te donne la réponse, telle qu'elle est cette personne, comme tu l'imagines. Si vraiment rien ne vient, tu fais des associations d'idées avec cet élément. Tout ce qui te vient par la tête entre ton questionnement, cet élément, quelle réponse? Et essaie d'écrire vraiment pas mal de choses, faire un peu une première réponse, peut-être un petit peu... ouais. Alors, fait maison, ça veut dire aussi authentique, artisanal, fait avec le cœur. Donc, peut-être que tu peux essayer d'intégrer dans ta réponse authentique, artisanale, fait avec le cœur, maison. Essaye avec tout. Donc, petit à petit, essayez vraiment d'associer un maximum de choses à partir de la première réponse que vous avez essayé de trouver. Vous pouvez continuer en faisant des associations d'idées, en essayant d'utiliser comme ingrédient. Alors, peut-être effectivement qu'il y a plus qu'un mot que vous pouvez intégrer comme ingrédient. Un objet fait maison, il y a artisanal, maison, authentique. Pardon Fabrice, en fait le message était que pour moi, je ne l'ai pas vu et donc j'ai répondu publiquement, mais j'espère que ça te va quand même, c'est trop tard. Voilà, donc vous avez réussi un peu à des ébauches de réponses. Oui. Oui. Ok, super Fabrice, merci. Oui, en fait David aussi me dit que ça lui rappelle un travail de développement personnel. Oui, en fait, c'est simplement ceci là, la créativité, hein, c'est d'aller trouver des éléments étrangers au contexte, essayer de faire des associations d'idées pour trouver des nouvelles idées qu'on n'aurait pas trouvées en restant dans le contexte. Voici. Essayez maintenant dans tout ce que vous avez écrit de trouver, voilà, une, deux, trois, si vous êtes
encore pas satisfait, que vous devez encore trouver une réponse un peu plus précise, vous pouvez, par exemple, regrouper dans tout ce que vous avez écrit. Essayez de trouver 2-3 catégories de notions, d'éléments, d'orientation. Voilà, peut-être vous pouvez faire des petits regroupements et à nouveau essayer d'associer, en fait, avec chacun de ces regroupements que vous pouvez nommer avec une sorte de titre ou voilà, comme un titre. Et vous essayez d'associer du coup. Si ça vous semble encore un peu trop dispersé, c'est de faire des regroupements dans ce que vous avez écrit avec des sortes de titres pour chaque regroupement. Et là, vous mettez à associer les titres. En fait. Voilà, comme ça, vous réduisez un petit peu si c'est trop, si vous avez écrit trop. Et avancer vers votre réponse. Alors, je ne vous garantis pas que vous allez trouver la réponse ce soir, mais vous êtes mis en mouvement vers quelque chose qui est peut-être le début d'une réponse. Et ça, c'est quand même déjà, et en 1 heure et demie, c'est déjà pas mal. Alors, allez-y. Dites-moi en conversation comment vous avez trouvé les choses, parce que là, on a terminé cet atelier, c'était les derniers exercices. Et donc, voilà, dites-moi comment vous l'avez trouvé, ce tout dernier exercice, la marche et le fait d'associer ensuite par rapport à ce que vous avez vu, vécu. Est-ce que ça a été facile, difficile, des surprises, des découvertes? Je vous dis, incroyablement chouette. Et bien, tant mieux. Un mind map avec tous les éléments et tout relié. Absolument, David me suggère de faire un mind map avec tous les éléments et tout relié. Et oui. Absolument, parce que ça facilite les associations d'idées en fait, et puis vous allez placer là où vous avez envie, et en fait c'est des cheminements de pensée qui se déclenchent, et après petit à petit vous amènent vers la solution. Okay. Oui. Oui, alors j'avoue que c'est un peu raide là, c'est-à-dire on est en Zoom, enfin bon, c'est vrai que les conditions ne sont pas non plus très faciles pour débloquer comme ça la créativité, mais c'est peut-être voilà, une chose que je vous invite à faire, c'est éventuellement, si vous avez envie évidemment, refaites-vous ce cheminement en fait. De toute façon, vous avez écrit, vous avez les consignes, vous avez écrit, donc vous pouvez le répéter. Peut-être dans une situation où vous vous sentez un peu plus détendu, confort, alors que là, on est voilà, 30 devant un écran. Oui, alors effectivement, c'est un petit peu la différence. Bon, j'anticipe un petit peu aussi sur la présentation de mon activité que je voulais, enfin, très brièvement vous faire. Donc moi, ce que j'écris s'appelle l'art de l'itinérance, et c'est vrai que j'ai fait une distinction entre la pure marche et l'itinérance. Et en fait, ce que je propose, c'est pas la marche, je propose vraiment l'itinérance. La marche, c'est l'effet de marcher. Et ça, déjà, c'est très utile parce que le mouvement du corps, déjà, fait naître beaucoup d'idées de par uniquement le fait que ça remet en mouvement le sens du mouvement et qui est en fait le sens maître de tous les autres 5 sens qu'on a. Et du coup, évidemment, ça va potentialiser les perceptions. La perception, c'est la base de la réflexion. Mais l'itinérance, c'est l'effet de se laisser interpeller par ce qu'on rencontre en fait le long du chemin. Et ça ajoute encore une dimension. C'est-à-dire qu'on a déjà ce corps un peu en ébullition parce qu'il y a le côté perceptif à fond, donc ça booste la réflexion. Mais si en plus on a aussi des stimuli comme ça extérieurs qui viennent s'ajouter à ce mouvement de boost perceptif, bah c'est encore mieux. Oui, les mantras, oui, tout à fait, ça peut aussi être utilisé comme des mantras, absolument. Oui. Et c'est en ça que l'idée d'utiliser l'infralangage, c'est langage en fait qui apparemment ça ne veut pas dire grand-chose par rapport à la réalité, mais en réalité ça nous parle, parce que nous ça nous parle. Écoute, je veux devenir une reine, moi ça me parle. Et ben voilà, c'est mon infralangage, je veux l'utiliser comme un mantra. Ok, super. Alors moi ce que je voulais aussi, donc avant de conclure et de relaisser la parole à Alice,
je voulais un petit peu vous raconter ce que je fais. Alors, attendez juste une seconde. Et après, évidemment, on a la petite session de questions-réponses, on peut continuer à discuter. Hein. Alors, est-ce que vous voyez bien quelque chose avec un logo de l'art de l'itinérance? Oui, on voit très bien ton écran. Ok, super. Alors voilà, moi ce que je voulais juste vous expliquer un petit peu d'où ça vient tout ça, évidemment, puisque, enfin d'où ça vient, en tout cas ce que c'est. En fait, voilà, l'art de l'itinérance, je l'ai créé tout début 2020, hein, juste avant la tragédie, le drame. Et c'est une méthode donc qui sert à orienter de manière créative tout projet professionnel. Alors c'est assez vaste, vous me direz. Je me concentre notamment sur déjà une clientèle pour tout ce qui est individuel, c'est vraiment la reconversion professionnelle ou la mobilité évolution, l'entrepreneuriat ou la création d'entreprises. Et côté équipe, c'est vraiment la conduite du changement et l'innovation. Et cette méthode, comme disait Alice au départ, a été inspirée par les voyageurs au long cours sur lesquels j'ai fait une thèse de doctorat et qui m'ont carrément montré un processus créatif grandeur nature dans l'organisation, la préparation, la réalisation du voyage et le retour avec tous les changements qu'ils mettent en place. Parce que la plupart d'entre eux, plus de 60%, font des changements importants dans leur vie au retour. Et donc, en fait, ils m'ont montré un processus créatif grandeur nature que j'ai essayé donc de modéliser et de proposer du coup en atelier comme ça. Alors, attendez, je suis désolée, j'ai un petit souci. Changer de... Voilà. Et du coup, j'ai transformé en fait ce processus créatif. J'essaie de le réduire vraiment dans des formats possibles pour des personnes qui n'ont pas forcément 6 mois pour partir à l'autre bout du monde. Et donc, je propose des ateliers voilà, qui peuvent durer 1, 2, même plusieurs jours. Et donc, ça, c'est pour tout ce qui est individuel, donc plutôt le côté reconversion, mobilité professionnelle, création d'entreprise et relance d'entreprise quand on est indépendant, en fait, quand on est seul. Et là, on fait des ateliers en groupe de 6, normalement, maximum, avec toujours ces 3 phases, la préparation, le voyage. Alors là, vous êtes allé marcher quelques minutes autour de vous. Dans mes ateliers, on va marcher minimum 2 heures dans un sentier dans la montagne. Donc, pour l'instant, c'est vers Annecy. Je suis en train de trouver d'autres endroits aussi dans la région et dans les environs pour en faire ailleurs. Donc, c'est la phase un peu du voyage. Et après, il y a la phase de retour. Et donc, ce que vous avez vécu aujourd'hui, c'est un petit peu un méga condensé. Parce qu'il y a toujours, de toute façon, dans la phase de préparation, cette rédaction narrative, expression graphique, avec la clarification du besoin, les freins, les questionnements. On va marcher, donc, comme je vous ai montré, pour chercher cette inspiration. On revient et on fait quelque chose de beaucoup plus élaboré. Donc, on fait une sorte de carte de ce qu'on a vécu. Et puis après, petit à petit, on va transposer au projet et on va s'engager sur une action. Donc, ça, c'est la journée type. Quand c'est un peu plus long, 2 jours, on va approfondir tout ce qui est vraiment frein, peur, blocage. Et pour l'instant, c'est proposé uniquement dans le cadre de ce qu'on appelle donc en France les bilans de compétences ou alors les outplacements. Et c'est des gens donc, qui font par ailleurs un accompagnement avec des consultants RH spécialisés dans les bilans et les outplacements. Et au milieu de leur parcours, ils font les 2 jours avec nous. Et bientôt, j'espère pouvoir lancer la formation de 8 jours, puisque vous le voyez, il y a une histoire d'étapes dans ma méthode. Et pour l'instant, en fait, je suis arrivée donc à inclure 8 étapes de tout ce processus créatif des itinérants. Mais pour les 12 étapes, il faut plus de jours. Et donc, je suis en train d'essayer de développer quelque chose de plus long, peut-être même digital, pourquoi pas, pour que ce soit plus accessible à tout le monde. Et donc après, il y a la même chose, mais pour des équipes. Des équipes qui peuvent être en fait en train de vivre un changement dans l'entreprise d'ordre soit stratégique ou alors voilà, plus un processus d'innovation. Et ma méthode aide notamment, pas tellement à faire de la gestion de projets d'innovation pour laquelle il y a déjà beaucoup de techniques très très utiles. La première évidemment, le design thinking. Mais moi, je me positionne vraiment pour essayer de fédérer les équipes, d'intégrer chacun des membres selon sa singularité, construire un sens partagé. Et donc, c'est plutôt des choses qui peuvent être vues plutôt en mode team building ou en tout cas
au démarrage d'un projet dans lequel il peut y avoir voilà, des personnes qui ne sont pas assez motivées, qui ne se sentent pas assez intégrées, et il y a besoin de créer une cohésion au démarrage d'un projet. Et pareil, donc il y a les différents formats qui sont proposés, toujours avec les 3 phases. Et puis évidemment, au lieu de travailler chacun de son côté, d'échanger uniquement sur les exercices, là, il y a un vrai travail d'agrégation du travail individuel de chacun pour créer justement cette cohésion d'équipe. Voilà. Si vous souhaitez en savoir plus, il y a évidemment mon site internet dans lequel il y a même ma thèse qui est accessible ou d'autres articles que j'ai écrits dans ma parenthèse donc, de vie universitaire. Et puis voilà, sinon mon LinkedIn, je suis assez active aussi sur Instagram. Et puis sinon, voilà, mon mail, mon téléphone, je suis à votre entière disposition. Et voilà, moi j'ai terminé mon atelier, ma présentation. Donc, je relaisse la parole à Alice. Et donc, c'est le moment. Et oui, alors merci infiniment, Chiara. J'ai trouvé, alors je ne sais pas ce qu'en pensent nos participants, mais ils vont participer à un rôti express, donc à une petite étude d'appréciation que vous allez avoir dans votre chat. Le lien va apparaître. Moi, j'ai trouvé ça passionnant, personnellement. J'ai adoré. Ça m'a donné beaucoup d'idées pour plein de choses, en fait, pas que professionnelles. C'est une manière d'envisager la créativité d'une autre manière. Comme quoi, on n'est pas obligé juste de brainstormer dans une pièce. Il y a plein d'autres façons de faire. Donc, vraiment, voilà, je vois tous les commentaires. Tout le monde a l'air super content. Minéa, est-ce que tu peux nous envoyer… Alors, attends, je regarde un petit peu le déroulé. Non, on va faire les questions-réponses. Pardon, je vais un peu trop vite. On va faire les questions-réponses. Donc, je ne partage pas la slide qui dit que c'est les questions-réponses, ça n'a pas de sens. Je préfère qu'on te voit toi pour répondre aux questions. Alors, je vais regarder parmi les questions auxquelles tu n'as pas répondu, puisque tu as déjà répondu à un certain nombre. Donc, effectivement, Fabrice, c'est créatif, différent, original, donc ça me plaît. Adeline, intéressant, naturellement, je me lève quand je suis bloquée, mais sans m'arrêter sur ce qui m'entoure pour les utiliser, pas mal du tout, ça c'est vrai. On marche souvent, mais on n'a pas forcément le réflexe d'aller regarder les objets. Donc je ne sais pas si tu veux réagir à ça, à cette façon de faire. Oui, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure quand j'ai fait la différence entre la marche et l'itinérance. C'est qu'effectivement, on peut aller marcher, c'est déjà très très bien, parce que comme j'ai expliqué, je ne sais pas si vous connaissez, il y a un neurophysiologue qui s'appelle Alain Berthoz, qui est au Collège de France, et qui a écrit un livre qui s'appelle Le sens du mouvement, et qui explique pourquoi, en fait, quand on marche, on a des idées qui viennent. Donc, c'est un livre de neurosciences, et ça tient, voilà, ça se tient. Et l'idée, c'est en fait de coupler ce boost en fait, de l'activité perceptive qui est donné par le sens du mouvement avec justement de supports extérieurs. Et c'est là qu'en fait, cette activité perceptive devient créative parce que voilà, par définition, la créativité, comme je vous disais, c'est d'associer deux éléments a priori étrangers l'un avec l'autre pour générer des idées nouvelles et en même temps pertinentes. Donc, partir avec un questionnement un peu en background, ça garantit la pertinence. Marcher et être attentif à ces éléments a priori étrangers, ça va favoriser ensuite, avec tout le travail évidemment de guidage de la méthode et puis de consignes aussi pour la phase de retour, ça va aider à associer. Et donc, c'est une pensée finalement boostée et créative qu'on a dans l'itinérance. Alors Anaïs demande si, alors je lis son message, est-ce un travail individuel ou aussi un travail de groupe sur un blocage commun? Alors, quoi qu'il arrive, il y a une dimension individuelle qui est très importante parce que là, on est dans le corps en fait. Et le corps vous appartient. Il n'y a que vous qui ressentez ce que vous ressentez. Et donc, c'est une base toujours individuelle. Après, quand tu travailles avec une équipe, on part de l'individuel de chacun et il y a un travail d'agrégation qui est fait sur tout ce qui va ressortir de ce travail individuel. Donc, on essaie de raccrocher les wagons des uns et des autres. Mais il y a une idée de singularité qui est gardée, en fait. Et l'idée, ce n'est pas du tout de trouver un consensus, loin de là. C'est peut-être un petit peu contre-intuitif ou en tout cas un peu... ça va un peu à l'encontre parfois de cette vision très positive qu'on a du collectif consensuel, ou en tout cas de trouver une fusion ou quelque chose comme ça.
moi, je ne suis pas très convaincue par ce genre de configuration du collectif. Je crois beaucoup dans le fait d'intégrer les singularités de chacun, avec chacun sa propre spécificité, ses propres rôles. J'ai eu la chance, quand j'étais à l'association de créativité Créa France, d'être formée à l'holacratie. Donc, c'est un système de gouvernance, mais qui peut être utilisé aussi dans le management des équipes, qui est vraiment basé sur le fait que chacun va avoir son rôle et sa propre spécificité. Et tous ensemble, on construit un récit commun. Mais on ne fait pas tous les mêmes choses de la même manière pour avoir un résultat commun. Et vous me direz, c'est quoi le lien avec l'itinérance? Et ben en fait, les itinérants qui changent le plus leur vie quand ils reviennent, ce sont ceux qui partent seuls ou alors en couple, mais qui font un vrai travail de couple en mode vraiment chacun avec sa singularité et ensuite ils forment un vrai couple. C'est un peu au qui tout double avec le couple en itinérance, évidemment, parce qu'il y en a quand même aussi pas mal qui finissent par se séparer. C'est un changement aussi, mais ça peut arriver. Mais en tout cas, j'ai vraiment fait une étude aussi. Ma thèse était plutôt qualitative, donc avec des entretiens en profondeur. Et après, j'ai fait une étude quantitative sur 150 cas. Et ça m'a permis effectivement de valider cette hypothèse que j'avais ressentie fortement dans ma thèse, qui était quand on part en groupe, cette magie de la créativité du changement n'arrive pas forcément, et c'était vrai. Parce que quand on est en groupe, en fait, on marche ou on fait du vélo, mais on n'est pas attentif à ce qu'il y a à l'extérieur. Donc, il n'y a pas la partie véritablement d'itinérance, parce qu'on est attentif les uns aux autres. Donc, ça crée d'autres choses, hein, qui sont bien aussi, hein, mais qui ne servent pas le but de ce que je propose. Voilà, Très intéressant. Alors, je vois pas forcément d'autres questions, mais je vois surtout des commentaires des participants hein, qui ont vraiment apparemment eu des déclics grâce à cette mini-séance, puisque comme tu dis, c'est un aperçu de ce que tu fais déjà à l'extérieur, parce que c'est pas pareil que dans sa chambre d'hôtel ou dans son appartement. Mais je vois Jamila notamment qui me dit j'ai opté pour une solution qui n'est pas celle que j'aurais choisie au départ, mais qui me semble puissante maintenant. C'est vrai que Jamila, si tu veux allumer ton micro et si tu veux développer, on a 5 minutes. Donc, tu peux faire partager ton expérience. Alors, je crois que tu peux débloquer toi-même ton micro. Oui, c'est possible. Voilà, non? Voilà. Est-ce que vous m'entendez là? Oui, ouais, c'est bon. Oui, voilà. En fait, en marchant dans ma petite chambre d'hôtel, j'ai fait la salle de bain aussi. En fait, j'ai découvert qu'il y avait un miroir. C'est quand même assez étonnant parce que tous les matins, d'habitude, quand je suis chez moi, je regarde comment je m'habille et tout. Et là, j'ai découvert que j'avais un miroir. Et en fait, c'est ce qui m'est resté. Je me suis vue dans ce miroir. Et quand je suis revenue donc, devant mon ordinateur, ce qui m'est resté, c'est ce miroir et moi dedans. Et donc, je me suis dit peut-être que la solution, elle vient de moi et peut-être qu'il faut que je sois un peu plus active pour essayer de débloquer le problème. Et j'ai essayé de voir donc comment faire ce que moi, je pourrais faire personnellement pour débloquer le problème, sachant qu'au départ, je pensais que c'était plus à d'autres gens d'agir. Et j'ai vu que j'avais pas mal d'informations qui pourraient aider ces autres personnes peut-être à agir aussi. Et là, j'ai 2-3 personnes avec qui je vais faire des réunions là, dans les jours à venir pour leur donner ces informations et faire en sorte que ça aille dans le sens où j'aimerais que ça aille. En fait. Voilà. Merci pour ton partage. Hein. C'est super. Super, merci. En fait, ce qui me vient, voilà, dans ce que tu dis, il y a quelque chose aussi qui est important dans ma méthode, c'est que ça fonctionne aussi par le performatif et pas uniquement par la réflexion. C'est-à-dire que ça décoince des choses parce qu'on fait des choses, qu'on vit des choses, qu'on expérimente des choses. Et ça se fait quelque part tout seul. Alors, c'est pas vraiment tout seul, c'est parce qu'on a préparé le terrain avant avec tout le travail d'introspection. Mais donc, du coup, en fait, on a labouré, mais pour que la graine pousse en dehors de la terre, c'est parfois juste une histoire d'action, en fait. Et voilà, ma thèse a été beaucoup là-dessus aussi, sur tout ce qui est intelligence du corps, créativité du corps, et tout ce qui est en fait l'approche performative, et qui a des courants dans les sciences humaines et sociales, évidemment, et qui s'oppose un peu à cette entre guillemets un peu domination de la dimension rationnelle et mentale en fait, et
qui est plutôt de l'ordre du vivant, en fait, même, ça peut aller jusqu'à la prise de décision et au changement en passant par le vivant et pas par le mental. Super. Alors, je ne vois pas forcément d'autres questions, mais uniquement des réactions dithyrambiques. Donc, inspirant, top, merci. Ah, des messages personnels, attends. Ah oui, le monde virtuel donne, selon toi, le même résultat. Écoute, j'aimerais bien te répondre oui, mais non, franchement, personnellement, alors ça se trouve, c'est pas vrai, tu vois, mais personnellement, je ne suis pas sûre. Je pense que ça donne d'autres résultats, mais ce n'est pas les mêmes résultats. Moi, je crois beaucoup, en fait, dans l'effet miroir que l'environnement nous propose, dans le côté, en fait, ce qui marche beaucoup dans l'itinérance, c'est le fait de se retrouver face à des configurations d'éléments qui nous renvoient aussi à des configurations internes qui sont possibles dans notre manière de nous poser vis-à-vis des situations, de réfléchir, etc. Et donc, c'est un peu la logique du vivant qui entre guillemets, on essaye d'imiter, de mimétiser. C'est un peu du biomimétisme à la limite. Voilà, parce que ça peut rentrer un peu là-dedans aussi. Et donc, évidemment, ce n'est pas la même logique que la réalité virtuelle.